Les SUV sont la deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 dans le monde. Les internautes traquent les jets privés pour dénoncer leur pollution. Le Paris Saint-Germain est invité à se déplacer en train. Et chez nous, alors que le 4x4 est presque notre emblème local, pouvons-nous continuer d'ignorer la tendance mondiale? Les plus pollueurs d'entre nous vont-ils subir une pression sociale croissante? C'est notre sujet ce soir dans Ça vous parle. Bonsoir et bienvenue. Ces images font partie de notre quotidien, un parc automobile composé pour une bonne partie de 4x4 et de pick-up. S'il ne nous étonne plus, on va quand même le questionner ce soir et en parler ensemble. Pour cela, je reçois Eric Rossetti, gérant d'une entreprise qui propose des excursions en 4x4 dans le Grand Sud. Bonsoir Eric. Votre 4x4 est votre seul véhicule, vous le roulez donc au quotidien avec, y compris dans les rues de Nouméa. Vous nous raconterez votre attachement à votre voiture. À vos côtés, je reçois Caroline Nicolo, représentante de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous nous aiderez à placer le curseur pour comprendre l'impact de nos 4x4 et pick-up sur l'environnement. Est-ce si problématique que ça? Nous en discuterons ensemble. Touche pas à mon pick-up. Notre sujet de ce soir a soulevé beaucoup de commentaires sur notre page Facebook. C'est à cause de l'état des routes. Mon 4x4 pollue moins que les usines ou ça fait partie de notre culture. Voici certains des arguments que vous avez postés sur notre page. Nous les passerons en revue afin de vous donner la parole. Puis en fin d'émission, changement de sujet, nous retrouverons Chloé qui est allée à la rencontre d'Adé. Dans sa chronique, vous découvrirez ce qu'est le design floral. Visiblement, ce sujet, ça vous parle. Notre appel à témoins sur Facebook pour recevoir en plateau un passionné de 4x4 a beaucoup fait réagir. Eric Rossetti, vous faites partie des 3 personnes qui ont répondu à cet appel. Merci. Et je vous remercie d'être là pour partager avec nous votre vision de la route. Alors, je vous propose pour commencer de regarder quelques photos ensemble et puis je vous laisse raconter pourquoi vous roulez en 4x4, tout simplement. D'accord. Alors, on va regarder ces photos. Ça se passe dans le Grand Sud. C'est ça. En fait, j'ai une société de rando 4x4 qui propose des sorties à la journée. Et je le fais visiter des spots qui ne sont accessibles qu'en 4x4. Donc il me faut absolument un véhicule adapté pour. Donc d'où les grosses roues, surélevées. Mais ça a une utilité. On va dire, s'il n'y a pas ça, c'est compliqué d'aller sur ces spots-là. Que dire de plus? Vous voyez, c'est sûr que j'ai un attachement particulier à ce véhicule-là parce que c'est mon véhicule de tous les jours. Je m'en sers pour travailler dans ces prestations 4x4 et en même temps j'ai une autre activité annexe et je suis obligé d'avoir ce véhicule-là. Donc, et vous êtes un passionné de mécanique, j'imagine, pour en faire votre métier. C'est ça, en fait. Bon, je ne suis pas mécanicien à proprement dit, mais bon, donc je touche un peu. Voilà, ce véhicule-là, c'est moi qui l'ai préparé, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. J'aime cette marque-là. Bon, voilà, les Calédoniens sont attachés à telle ou telle marque. Voilà, c'est une petite guéguerre qui s'installe et puis bon, c'est bon enfant, on va dire. Et alors, vous n'avez pas d'autres véhicules, donc quand vous restez sur Nouméa pour faire les courses, etc., au quotidien, c'est aussi avec ce véhicule? Oui, parce qu'en même temps, ça me sert de publicité mobile, on va dire. J'essaie de me déplacer le minimum possible, mais bon, malheureusement, voilà. Nouméa est vaste et voilà. Ok. Alors Caroline, Eric est loin d'être le seul évidemment à rouler en 4x4. Est-ce qu'on connaît la part de 4x4 et de pick-up dans le parc automobile calédonien? Oui, alors il y a des études qui montrent, alors je ne vais pas repointer les derniers chiffres, mais on a vu par exemple en 2007, donc ça fait à peu près 15 ans, on avait à peu près un tiers des véhicules immatriculés importés qui étaient des véhicules à peu près qui étaient électriques aujourd'hui, quoi. Pardon. Un tiers de véhicules qui sont des 4x4, pick-up 4x4. Parce qu'il y a la part des véhicules importés, des véhicules, des voitures citadines, on va dire, pour des particuliers et puis aussi pour les entreprises. Donc on va dire en gros un tiers, on est à peu près sur des 4x4. De notre parc automobile qui sont des 4x4. Voilà, c'était il y a 15 ans et on pense que la tendance est à peu près la même, quoi. Je ne vais pas repointer les chiffres plus récents. Alors, Eric, vous avez accepté de venir sur ce plateau. Vous comprenez qu'on questionne un peu l'usage du 4x4 ou ça vous choque? Non, pas du tout. De toute façon, c'est tout à fait normal. Et puis, bon, toute famille calédonienne a au moins un 4x4 dans sa famille. Donc, comme je disais, pour tracter un bateau, pour aller à la chasse, pour se déplacer en brousse en famille, partir en week-end, en pique-nique, voilà. Donc, voilà. Alors évidemment, vous n'êtes pas le seul. On va écouter d'autres conducteurs de 4x4 et de pick-up, mais aussi de petites citadines et même un vélo, vous allez voir. Ils sont au micro de Maëlys Vézir et Marie-Gwenaëlle Goy. Moi, étant calédonien, j'ai toujours voulu avoir un 4x4, donc vraiment, voilà, le 4x4, il est là, mais c'est vaut mieux tard que jamais. En attendant, oui, c'est vrai qu'ici, en Calédonie, le 4x4 est important. Voilà,
pour ce qui est de faire des manœuvres dans les terrains boueux. C'est mon mari qui achète ce 4x4 parce qu'il a une entreprise d'élagage et donc du coup il avait besoin de pouvoir transporter du matériel, transporter aussi des végétaux pour l'évacuation des végétaux. Donc du coup on a opté pour un pick-up. Pour amener à ouvert, il faut travailler à la tribu. Pour aller couper du bois ou dans les travaux, les mariages et l'été. J'ai jamais eu de 4x4 de ma vie, donc j'ai eu que des petites voitures parce que à mon humble niveau, j'essaye de faire en sorte de ne pas trop polluer la planète. Et en fait, j'imagine pas trop l'utilité d'un 4x4, surtout dans les villes. Moi, je suis un urbain, donc je comprends pour les gens qui ont à passer des guets, tout ça en brousse, mais franchement, pour la ville, j'en vois plein et je me demande à quoi ils servent, quoi. Donc on est tous un 4x4, quoi. Si on n'a pas de 4x4, c'est pas ça. On a besoin d'un pick-up. En Calédonie, on a besoin d'un pick-up. On fait tout avec. On est le bateau, faire le dépotoir, la maison. On a toujours besoin d'un 4x4. C'est très bien aussi de monter en vélo. Et puis c'est plus rapide pour aller au travail. C'est pour faire du sport aussi. Donc là, tu ne te vois pas utiliser un autre moyen de locomotion? Non. Ouais. Tu es bien à vélo, quoi. Je suis bien à vélo. J'ai besoin d'un bien Wawa, le vélo, ça s'appelle Wawa. On avait acheté une maison sur Païta, on était encore sur Yahweh. Ce qui m'a motivé pour prendre une 4x4, c'était ça, pour le déménagement surtout. Justement, pour éviter d'embêter les gens. Je suis un peu honteux, quand même, ouais, parce que ça consomme beaucoup, je brûle beaucoup d'essence et on attend le 4x4 pick-up hybride qui va certainement sortir et là on fera les choses. Ouais. Ça vous parle, Eric? Oui, tout à fait. Oui. Même moi, je me suis renseigné quand j'étais en métropole pour passer mon véhicule en électrique. Mais ça a un coût, bien sûr. Hein. Mais après, justement, par rapport à ce qui se dit par rapport au lithium, que le monde n'aura pas assez de ressources en lithium pour... Alors justement, ouais, on va en parler, la référence aux véhicules électriques, parce qu'on va passer en revue certains arguments des internautes. Vous êtes nombreux à nous avoir dit il y a bien d'autres choses qui polluent davantage que mon 4x4. Alors on va regarder certains de vos commentaires sur Facebook, à commencer par Siska qui nous a écrit « On pensera à se débarrasser du 4x4 quand ils arrêteront d'utiliser des jets privés, de climatiser les stades, de nous manipuler pour une voiture électrique plus polluante qu'un 4x4, de par sa construction, etc. » Et puis on a ici Marie qui en commentaire sur Facebook nous a écrit « Mais sinon, parlez-nous des voitures électriques qui polluent bien plus, la manière dont est issu le lithium, l'eau qu'il faut au détriment des populations, les paquebots, la SLN, désolé, mais elle pollue. » Caroline, est-ce que la voiture électrique est plus polluante que les 4x4 ? Alors c'est une question compliquée et en tout cas ce qu'il faut regarder c'est comment est produite l'électricité. Et donc il y a un intérêt important à utiliser des véhicules électriques d'un point de vue gaz à effet de serre par rapport à des véhicules thermiques, donc essence ou diesel, si l'électricité elle est produite d'origine renouvelable et qu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Alors un exemple en métropole où la production d'électricité est essentiellement nucléaire, donc on n'émet pas de gaz à effet de serre. Quand on compare en fait les émissions de gaz à effet de serre du berceau à la tombe, c'est-à-dire depuis la construction, la durée de vie, la fin de vie, en gros une berline électrique va émettre tout au long de sa vie 2 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'une berline équivalente diesel. Et quand on compare à une citadine, par exemple essence, un véhicule électrique va émettre 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'une petite citadine essence sur toute sa vie. Donc on voit vraiment l'intérêt d'un point de vue gaz à effet de serre, je le répète, quand on a une production d'électricité d'origine renouvelable qui n'est pas émettrice. Second intérêt des véhicules électriques, c'est qu'on n'a pas de combustion. Donc là, il y a un vrai intérêt à utiliser les véhicules électriques puisqu'on n'émet pas des émissions polluantes. Donc ce n'est pas les gaz à effet de serre, là je parle de la pollution liée aux particules, aux petites particules, aux oxydes d'azote qui engendrent des problèmes pour la santé des gens. Alors parmi les autres commentaires sur Facebook, il y avait Alain qui nous avait écrit « Mon 4x4 Jeep à essence pollue beaucoup moins que n'importe quel véhicule diesel. Est-ce qu'il faut mieux un 4x4 essence qu'une citadine diesel ?» Alors, on peut pas comparer. C'est compliqué de comparer. En fait, il faut surtout, je pense, raisonner l'usage d'un véhicule. Si on est en ville, par exemple, et qu'on se déplace sur des petits trajets, le premier moyen de se déplacer, c'est la marche, en fait, quoi. Ensuite, quand on est sur des distances entre 1 et 5 km, c'est le vélo. Et ensuite, quand on est sur des distances supérieures à 5 km, le vélo à assistance électrique, ou s'il n'y a pas de transport en commun, et là, on part en brousse, bien sûr,
un véhicule. Donc voilà, on peut pas... Mais le diesel, ça pollue plus que l'essence Oui, ça pollue plus que l'essence, en fait, quand on compare des véhicules de taille identique. Donc en effet, quand on brûle du diesel, on va avoir beaucoup plus de particules. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des réglementations aussi en métropole, notamment pour obliger les constructeurs à utiliser des pots catalytiques, etc., pour améliorer la performance des pots d'échappement, pour réduire ces émissions de particules. Eric, vous connaissez la consommation de votre 4x4 ? Déjà, essence ou diesel ? Diesel, parce que ça a beaucoup plus de couple en tout terrain, et des véhicules essence, certains ne peuvent pas passer dans les guets, tout ça, parce que voilà, c'est un problème mécanique, on va dire. Oui, mon véhicule consomme entre 10 et 12 litres en version tout terrain, mais en ville, oui, j'avoue qu'il consomme minimum 15 litres au 100, quoi. Et donc une citadine, si on compare, elle consomme entre 5 et 6 litres au 100, quoi. D'accord, ok. Voilà. Alors le dernier message sur ce sujet, sur la pollution, c'est Coco qui nous a écrit sur Facebook toujours. Elle nous dit « Les 4x4 ne polluent pas plus que les avions, les bateaux de croisière, les bus, les camions et les pets de vache ». C'est vrai, Caroline ? Alors, merci pour la question. Là aussi, c'est un peu compliqué. On compare un peu tout, en fait, là. Et donc, répondre très rapidement, ça va être compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rejeter la faute à chaque fois sur les autres. Oui, c'est sûr qu'en tant que particulier, si on regarde l'entreprise qui est à côté de chez soi, quand on habite Nouméa ou même dans le Nord, on a des entreprises qui vont consommer et émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre que soi-même. Et ensuite, quand on est en entreprise, on peut dire « Ah, mais c'est la collectivité qui devrait faire des choses, hein, etc. » Donc, c'est le meilleur moyen. Ça peut être vrai, mais en tout cas, en tant que citoyen, je pense qu'on a tous une responsabilité sociétale et on doit tous s'engager pour faire mieux, pour juste laisser la place à nos enfants, à nos petits-enfants et laisser un monde qui soit un peu, en tout cas, pas dégradé, quoi. Alors, au début de cette émission, on parle de 4x4, mais on va aussi parler des SUV qui ont une allure de 4x4, on va dire, des voitures plutôt citadines, allure de 4x4, mais qui n'ont pas les capacités de franchissement. Et là, on connaît leur impact sur la planète, je le disais en tout début d'émission. Oui, alors en fait, c'est intermédiaire finalement entre la berline et puis le 4x4. Donc on a vu, c'est un effet de mode, en effet. Moi, je pense que les 4x4, c'est un effet de mode. Les SUV, il y a eu un effet de mode. Je pense que si on parle de la mode aujourd'hui, je dirais plutôt que la mode, et en tout cas peut-être en Calédonie, qui commence un peu à arriver, c'est plutôt sur des véhicules électriques. Donc il faut, je pense vraiment, le message important. Alors nous, on n'est pas là pour jeter un pavé dans la mare ou stigmatiser les gens qui ont des 4x4 parce que, en effet, dans certaines situations, quand on habite en brousse, on voit bien que des fois, on n'a pas d'autres solutions. Il y a des routes inaccessibles, etc. Donc il y a des critères géographiques, sociétaux, culturels. Pour autant, on est là pour accompagner aussi la transition et le changement des pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des entreprises qui ont des flottes de véhicules. Quand on regarde le prix de l'essence ou du gazole, ça devient cher, ça devient de plus en plus cher. Donc on peut accompagner les acteurs pour réfléchir à un changement de comportement. Je disais en tout début d'émission, le boom des SUV, en tout cas dans le monde, pas forcément en Calédonie, fait que c'est la deuxième source d'augmentation de CO2. Alors je pense qu'il faudra regarder de près les chiffres. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment uniquement les SUV, parce que souvent dans les statistiques, on n'a pas la définition, en tout cas la ventilation très précise. Mais le secteur du transport, oui, c'est sûr est forcément très émetteur. D'ailleurs, si on doit faire un peu une caricature assez simplifiée, en gros, un citoyen, dans un pays industrialisé, on va dire, en gros, il va émettre, pour vivre, hein, tout simplement, un tiers de ses émissions vont être liées au secteur du transport. Un tiers de ces émissions vont être liées plutôt à l'habitat, la façon de se chauffer quand on habite dans une zone froide ou se climatiser quand on habite dans une zone chaude. Les appareils électroménagers, les frigos congélateurs par exemple. Bon, je fais vite. Et le dernier tiers concerne sa consommation, son alimentation. Alors, on va prendre un petit peu de recul. On va se pencher sur l'actualité nationale et internationale. Plusieurs polémiques récentes ont remis notre responsabilité environnementale au centre des débats. C'est la revue de presse de Stéphanie Marlier. La polémique agite le Paris Saint-Germain depuis le début du mois. Invité à se prononcer sur l'opportunité de se déplacer en train pour les trajets courts au lieu des jets privés, l'entraîneur du club Christophe Galtier a répondu qu'il réfléchissait même à se déplacer en char à voile. Une blague suivie d'un fou rire de Mbappé qui ont choqué l'opinion et agité les réseaux sociaux, comme le rapporte le quotidien Le Parisien. Christophe Galtier a finalement reconnu, je cite, que sa sortie sur le char à voile était une blague de mauvais goût. Le Paris Saint-Germain n'exclut pas de se déplacer en TGV, comme nous pouvons le lire dans les colonnes du quotidien Le Parisien.
Selon une estimation réalisée par la Fédération d'ONG Transport et Environnement, le déplacement en jet privé sur un trajet de 500 km est 4,5 fois à 14 fois plus émetteur de CO2 qu'un vol en avion de ligne. Depuis quelques mois, des internautes traquent ces vols privés pour dénoncer la pollution émise par leurs propriétaires. Dans ce combat pour protester contre la pollution, certains emploient les grands moyens. Ils dégonflent les pneus des SUV. Ils appartiennent à un collectif né au Royaume-Uni en mars dernier, qui a à son actif une dizaine d'actions en Europe, en Amérique et en Océanie. Un mode opératoire peu commun avec lequel les militants espèrent alerter les automobilistes de voitures polluantes sans pour autant dégrader leurs biens. Une action qui reste tout de même dangereuse car rouler avec les pneus dégonflés peut entraîner un premier risque, celui d'un accident de la route, comme le souligne le magazine Marianne, et qui pourrait même être répréhensible selon la loi. Une réaction ? Peut-être sur cette dernière information ? Oui, j'ai vu passer dernièrement un internaute qui se vantait de crever les pneus de véhicules polluants. Ici ? Non, pas ici, mais en métropole, justement, suite à ce qui est passé à la télévision. Et le gars se vantait et se targuait, mettre sur des photos sur les réseaux sociaux en disant j'ai crevé les pneus de telle ou telle marque, d'un gros 4x4. Et moi, j'ai commenté sur sa page, j'ai dit mais tu penses à la dépanneuse qui va aller chercher le véhicule en panne ou pas ? Et il n'a pas daigné répondre, donc bon, je pense que... Alors on va rester sur Facebook. Sous notre fameux appel à témoins pour cette émission, on a aussi reçu beaucoup de commentaires sur l'état de nos routes. Je vais en citer 2, mais on en a reçu beaucoup. Alors on va commencer par celui de Marie. Vu ma route d'accès à mon domicile et l'entretien du réseau routier, on n'a pas trop le choix que d'avoir un 4x4, pas par frime, mais par nécessité. Et puis il y a aussi John sur ce même sujet qui a écrit « Retaper les routes sur toute la Calédonie, y compris dans les villages et dans les tribus. On pourra ainsi envisager de changer de bagnole. » Pour vous aussi, ça compte dans votre choix, même si votre cas est un petit peu différent ? Oui, mon cas est différent, mais c'est vite vu. Hein. Vous dépassez le village de Ploum, vous voyez l'état de la route. Souvent, les gens que j'emmène sont des touristes ou des métros qui viennent en vacances. Il dit mais la route elle est comme ça. Je dis non, voilà, il y a certains tronçons de route qui sont détériorés et donc ils prennent un peu peur parce qu'ils disent mais nous on a juste une petite berline, est-ce qu'on peut aller voir la baie de Prony ? Je dis oui vous pouvez, mais il y a certains spots qui sont pas accessibles quoi. Mais il est vrai que les routes sont un peu détériorées en dehors de Nouméa, Intramuros, voilà. Alors on va maintenant écouter un autre argument qu'on a beaucoup reçu sur Facebook, c'est celui de l'identité locale. Alors je vous propose de lire certains des commentaires, à commencer par celui de Marie-Cat. Vive les gros 4x4, un sentiment de sécurité pour le fun, et ça c'est nous les vrais locaux, mais tous ne peuvent pas comprendre. Joël aussi nous a partagé son commentaire. Nos gros 4x4 font partie intégrante de la culture calédonienne, donc j'encourage nos politiciens à supprimer cette grosse taxe de 22% qui leur est appliquée et à déclarer nos 4x4 engins d'utilité publique en Nouvelle-Calédonie. Et puis un dernier, celui de JL Scone, faut arrêter. Vu la tête des routes, on est presque obligé d'avoir des 4x4 avec Ben. Ensuite, c'est culturel. On est pour la plupart des bricoleurs, toujours quelque chose à déplacer. Ça vous parle, ces arguments, Eric, j'imagine ? Oui, tout à fait. Ce que je disais, c'est que dans toute famille calédonienne, il y a un pick-up ou un SUV pour partir en week-end, partir à la chasse, tracter le bateau. Voilà, donc c'est vraiment culturel, quoi. C'est lié à l'identité calédonienne, on va dire. Ça, les armes, voilà. Donc, voilà. C'est un pays qui est comme ça, quoi. Et vous, Caroline, vous en pensez quoi de cet argument ? Moi, ça me fait sourire, je comprends. Je suis en Calédonie depuis quelques années. Je pense néanmoins qu'il y a des effets de mode et qu'en même temps, voilà, les habitudes, elles peuvent changer. Alors nous, par exemple, on a fait une sensibilisation avec Bernard Berger, avec tous les personnages de La Brosse en folie, avec justement dans des modes plus doux. Le livret s'appelle « C'est quoi ta voiture ?», pour essayer de sensibiliser un peu. Alors au covoiturage, c'est compliqué, mais les autres modes de déplacement. Alors voilà, avec bien sûr une nuance, quand on est isolé en brousse, parfois on n'a pas le choix, mais quand on est en ville avec d'autres alternatives, on a le choix. Et avec l'augmentation du prix de l'essence, je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions économiques, on peut parler de l'environnement, moi je travaille sur ce sujet-là, mais
d'un point de vue économique, en fait, il y a vraiment des enjeux très forts à se déplacer autrement, parce que ça coûte cher, en fait, de faire un plein dans sa voiture. Et entre faire un plein dans une petite citadine et un gros 4x4, il y a un facteur 3. Donc. Alors, dans cette émission, vous retrouvez chaque mois l'artiste Chavi pour une chronique. Vous vous souvenez peut-être, en 2020, il avait sorti un titre baptisé « Au pays du pick-up ». On l'écoute. Je crois que quand on est de métropole comme moi, on s'aperçoit qu'en Calédonie, il y a anormalement beaucoup de pick-up. Donc je me suis demandé pourquoi tous ces pick-up. Et j'ai pensé un petit peu au livre de Martine, je ne sais pas si tu te rappelles quand on était enfant. Martine à la plage, machin. Là, c'était Chavi au pays du pick-up. Histoire de dire, je sais pas, ou plutôt penser comme un Tintin peut-être. On a été filmé le plus gros pick-up de Calédonie. On a été filmé aussi à Ducos. On est juste resté au rond-point et on a filmé tous les véhicules qui passaient. Et c'est vrai que peut-être que 3 véhicules sur 4 à Ducos sont des pick-up, donc c'était assez marrant. Et puis le reste du clip, c'est aussi les jeunes de Magenta Tour. Ici, on a tendance à monter à beaucoup dans les bennes, alors c'est interdit, hein, je le rappelle. Mais en brousse et ailleurs, ils le font régulièrement. Je trouvais ça cool de mettre un pick-up au milieu du quartier avec tous les gosses dedans. Et c'est ce qu'on a fait, donc un grand big up aux jeunes des Kidas du quartier de Magenta Tour. En parlant avec mon pote Paul Barry, Pablo, c'est lui qui me disait, tu sais, le pick-up finalement c'est notre seul objet du destin commun. Et toutes les communautés ont leur pick-up, toutes les communautés ont une utilité pour le pick-up. Et il y en a qui préfèrent mettre les grosses enceintes dans la benne pour mettre un maximum de musique. Il y en a qui préfèrent élargir les roues. Il y en a qui préfèrent les gros pick-up, il y en a qui préfèrent les petits simples cabines. Mais il me disait, toutes les communautés du Caillou, finalement, ont un pick-up et en ont une utilité particulière. Vous partagez cette analyse ? Oui, c'est ce que je disais avant, c'est que toute famille calédonienne a un pick-up dans sa famille, quoi. Donc, et comme il disait, c'est culturel, c'est comme ça, quoi. Caroline ? Les choses changent et je pense qu'on n'aura pas le choix dans les années à venir avec l'augmentation du prix des énergies fossiles pour changer sa façon de se déplacer, et on peut accompagner les entreprises et les collectivités dans des réflexions dans ce sens. Alors l'émission touche presque à sa fin, mais pour terminer, on va passer à un tout autre sujet. La chronique de Chloé est de retour. Chaque semaine dans cette émission, elle partira à la rencontre de personnes qui l'intriguent ou qui l'inspirent. Et ce soir, rendez-vous avec Adé et son atelier floral. On est dans ton atelier boutique de design végétal, qu'est-ce que c'est ? Salut! Alors, mon atelier boutique, c'est l'endroit où je réalise et où je vends des créations florales, du design floral, donc de la couronne, des bouquets, des bijoux et tout un tas d'autres choses. Et l'avantage de l'atelier, c'est que les gens peuvent me voir travailler. Donc, je vous invite à me suivre. Aujourd'hui, on va faire une couronne. Super, c'est parti, c'est juste derrière. Donc Adé, tu réalises tes couronnes avec des fleurs séchées, des fleurs qu'on appelle stabilisées, qu'est-ce que c'est ? Alors du coup, les fleurs stabilisées, c'est celles-ci. C'est des fleurs qui ont été plongées dans de la glycérine végétale. Donc elles gardent leur aspect et elles se conservent pendant 5 ans en moyenne. Et après, la fleur séchée, c'est juste une fleur qu'on suspend ou qu'on fait sécher dans de la silice. Enfin, il y a différentes techniques. Et du coup, l'avantage des deux, c'est que ça se conserve et c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire venir trop, puisqu'on les garde en moyenne 5 ans. Et moi, ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est que concrètement, je ne jette quasiment rien. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai eu des roses sur tige et j'avais ça, c'était en trou, il a fallu que je les enlève. Et ça va me servir pour coller derrière. Je vais les bomber en doré. Et du coup, en gros, il n'y a que du recyclage, en fait. Et voilà le résultat. Tu proposes de l'essayer ? Ah, c'est magnifique, avec plaisir. Et voilà. Là, ça va ? Je t'en prie, regarde-toi. Ah, c'est super beau, j'adore. Ouais, donc c'est quelque chose qu'on peut garder pendant plusieurs années, quoi. C'est ça, elle va se conserver pendant plusieurs années, du coup à sortir pour les grandes occasions. C'est très beau. Merci beaucoup, Adé. Merci à toi. Bye. Salut. Je la garde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous, Éric Rosetti, d'être venu sur le plateau de Ça vous parle.
Merci aussi à vous, Caroline. Vous vouliez dire un dernier mot peut-être juste avant qu'on se quitte? Oui, merci. En ce moment, c'est la semaine sur l'écomobilité. Donc, j'invite Eric à venir place des Cocotiers ce jeudi. Il y a un pique-nique des cyclistes, donc à venir à vélo. Voilà, merci à vous à la maison de nous avoir suivis. La soirée continue. Les 4x4 vont laisser la place aux tracteurs à 19h55 avec L'amour est dans le pré. Bonne soirée sur Calédonia.